Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'Éducation. Tout de suite, le sommaire. Nos écoles sont-elles pleines d'amiante? Plus que ce qu'il faudrait, en tout cas, d'après l'enquête de la série documentaire Vert de rage, diffusée sur France 5. Sur les 16 000 écoles recensées, un tiers présentent des traces d'amiante. La journaliste Mathilde Cusin, qui a mené l'enquête, est notre invitée sur le Grand JT. Deuxième partie d'émission, on reviendra sur la finale du concours d'éloquence Trouve ta voix, qui a eu lieu au château de Versailles ce mercredi. En plateau avec nous, les deux finalistes de ce concours. Enfin, comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants dans le Grand JT. Et cette semaine, fête des pères oblige, nos enfants ont eu un petit mot pour leur papa. Mais tout de suite, place à l'actualité en bref avec Loïc Landreau. Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec ces mots forts de Pape Ndiaye à propos du harcèlement. L'école ne peut pas tout faire. Hier, le ministre de l'Éducation s'est rendu dans un collège de Nogent-sur-Marne, c'est en région parisienne, pour participer à cette fameuse heure de sensibilisation contre le harcèlement. Dans la foulée, il a organisé un point presse dans lequel il a confirmé différentes mesures. La généralisation du programme phare à tous les lycées, l'augmentation des subventions versées par le ministère aux associations qui gèrent les numéros d'urgence, la désignation d'un adulte référent harcèlement rémunéré dans chaque établissement et enfin la possibilité dans le premier degré de changer d'école un élève harceleur sans l'accord de ses représentants légaux. Pape Ndiaye qui était également hier l'invité de France Info et qui a affirmé que malgré tout, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, l'école ne pouvait pas tout faire. Elle ne peut pas, en particulier, s'occuper des situations de harcèlement lorsqu'elles surviennent en dehors de l'école, le soir. Et là, nous avons besoin des parents. Mais il faut absolument s'en occuper. 8 parents sur 10 ne savent pas ce que les enfants font sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin de sensibiliser les parents, de les former. C'est ce que nous ferons à la rentrée, parce qu'il y a des parents d'élèves harcelés, mais il y a aussi des parents d'élèves harceleurs. Nous devons aussi les rappeler à leurs droits, à leurs devoirs, car il y a une loi qui date de mars 2022 et qui est une loi qui fait du harcèlement scolaire un délit. Et donc, il peut y avoir, in fine, des conséquences qui peuvent être des conséquences judiciaires. Le ministre qui est également revenu sur la grande campagne de communication autour du métier d'enseignant qui a commencé il y a quelques jours. Oui, un spot diffusé à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux et surtout réalisé par le duo star Éric Toledano et Olivier Nakache qui a notamment fait Intouchable ou encore Le sens de la fête. Et toujours sur France Info, Pape Ndiaye a reconnu qu'il y avait effectivement beaucoup à faire pour redorer l'image de l'éducation nationale. Quelle place voulons-nous donner aux professeurs ? Et je souhaite que, au fond, la place des professeurs retrouve, vous disiez, une forme de lustre finalement, en tout cas retrouve une centralité qui s'est émoussée. Nous avons beaucoup de chantiers pour redorer et pour revaloriser les professeurs. Ça passe aussi par l'image, ça passe aussi par la communication à destination des étudiants qui veulent devenir professeurs. J'espère qu'il y en aura plus. D'ailleurs, les concours s'améliorent cette année avec un meilleur rendement, plus de candidats et donc plus de professeurs à la rentrée. Et pour terminer avec cet entretien sur France Info, le ministre a également évoqué l'absentéisme des élèves, un absentéisme croissant au 3e trimestre en terminale, ainsi que l'épreuve de philo qui est presque devenue anecdotique. Il veut faire évoluer les choses. Il est vrai qu'on a un problème avec le 3e trimestre qui s'effiloche en quelque sorte avec des élèves moins motivés. Et donc j'ai chargé un recteur de travailler sur cette question, de remettre un rapport en septembre pour envisager des retouches, des réformes éventuellement, pour régler cette question du 3e trimestre qui en effet ne nous satisfait pas. Le service national universel, le SNU, également dans l'actualité aujourd'hui, le voici officiellement étendu aux classes de seconde. Annonce faite par Sarah El Haïry hier, le SNU sera donc intégré dès le mois de mars 2024 au temps scolaire de seconde avec un stage de 12 jours pour les élèves volontaires. Selon un rapport du Sénat, ce déploiement pourrait coûter entre 2 et 3 milliards d'euros supplémentaires par an à l'État. Et justement, ce matin, la secrétaire d'État à la jeunesse a répondu aux critiques sur Sud Radio, notamment à propos d'une éventuelle perte de temps d'apprentissage en faveur au profit de cette expérience civique. Je considère que quand on développe des compétences dans un voyage scolaire environnemental, culturel, sportif, c'est une chance pour nos jeunes.
permettre à des jeunes en seconde, où c'est un âge déclic, vous savez, c'est cet âge d'adolescence où on a besoin de rituels, lui permettre à toute une classe de développer la citoyenneté, le civisme, dans un moment où notre pays a quand même mal à sa démocratie, eh bien, il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison que ce soit moins intéressant, moins développant pour le jeune que dans un autre cadre. Sarah El Haïry qui précise bien qu'il n'y aura pas d'obligation et que les élèves qui ne souhaitent pas participer seront répartis dans d'autres classes. On vient à cette information pour le moins troublante. L'inspecteur académique de Nice a lancé une alerte quant à la tenue de prières musulmanes dans 3 écoles publiques de la ville. Et même des minutes de silence à la mémoire du prophète Mahomet seraient organisées par plusieurs élèves de CM2 et de CM1. C'est le maire de Nice, Christian Estrosi, qui a révélé cette affaire hier sur Twitter. Il en a immédiatement appelé à Elisabeth Borne ainsi qu'au préfet des Alpes-Maritimes. Face à ces tentatives d'intrusion du religieux au sein des sanctuaires de la République que sont nos écoles, notre réponse doit être ferme, collective et résolue, dit le maire de Nice dans cette lettre. Nous ne devons rien laisser passer. Il demande également une meilleure formation du personnel éducatif pour répondre à ces problématiques. Et ce matin, sur France Info, la vice-présidente du parti Les Républicains, Florence Portelli, a réagi à cette information. On l'écoute. Oui, c'est un problème. C'est un problème aussi parce qu'on n'est pas clair sur la laïcité. On n'est pas clair sur la laïcité à l'école, mais même en dehors de l'école. J'avais déjà interpellé l'État au moment de l'Aïd, il y a quelques temps, sur l'absentéisme scolaire parce que ça pose question. J'ai rien contre les religions. Au contraire, je pense même qu'on manque de dialogue interreligieux. En revanche, on n'est pas clair sur la laïcité et surtout, en dehors même des questions religieuses, l'école de la République n'est plus un sanctuaire depuis longtemps. Et de son côté, Pape Ndiaye a réagi un peu avant midi tout à l'heure. Les faits qui se sont passés dans 3 écoles primaires de Nice sont intolérables, dit-il. Je mobilise immédiatement les équipes valeurs de la République en lien avec Christian Estrosi. Le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour faire respecter la laïcité dans nos écoles. Et on termine avec une histoire très touchante, celle de cette femme de 76 ans qui a repassé son bac. Pour soutenir son petit-fils, effectivement, 58 ans après avoir décroché le bac C, l'équivalent aujourd'hui de la filière scientifique, Joëlle Despalingues, ancienne professeure de mathématiques, a donc décidé de passer son bac STMG. Sauf qu'elle n'a pas bénéficié du contrôle continu comme les autres élèves, donc elle a dû se replonger, bûcher sur des matières qui n'existaient pas en 1965, comme le droit, le management ou la gestion. Et pendant le grand oral qui aura lieu donc dans quelques jours, elle a décidé de présenter un projet d'association qui va permettre aux plus modestes de bénéficier de funérailles décentes. Voilà, on aura donc les résultats le 4 juillet prochain. Merci beaucoup Loïc. La série documentaire Vert de rage diffusée sur France 5 propose une enquête édifiante sur la présence d'amiante dans nos écoles, dans tous les établissements français, en tout cas la plupart. Quelle est la situation concrètement et comment y remédier? C'est la question du jour, on en parle tout de suite avec notre invité. Mathilde Cusin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le Grand JT, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes réalisatrice pour la série documentaire Vert de rage. Vous la co-réalisez, cette série, avec Martin Boudot. Une série documentaire donc diffusée, je le disais, sur France 5. Série formidable que je vous recommande absolument à voir. Le principe, c'est d'enquêter sur les scandales environnementaux. Et cette fois-ci, vous avez mené une vaste enquête sur la présence d'amiante dans les établissements français, dans les écoles, à la fois primaire, collège et lycée. Non, juste élémentaire et primaire pour cette enquête-là, pour différentes raisons. La première étant qu'on s'est rendu compte qu'en fait, l'amiante pouvait potentiellement toucher un peu plus les élèves qui avaient des petites tailles, puisque leur voie respiratoire était plus basse et que leur défense immunitaire était également moins développée que celle d'un adulte ou d'un adolescent. Donc on s'est principalement focalisé sur les écoles. Ce qui en dit long sur la suite, parce que si on commence à enquêter sur les collèges et les lycées, on peut imaginer que les chiffres, alors là, explosent. Les chiffres peuvent exploser, effectivement, mais on a, à travers un précédent recensement qui existait de 2016, on a aussi réalisé que les collèges et les lycées étaient peut-être un peu mieux gérés, puisqu'ils étaient de la responsabilité de la région et du département, et que la région et le département avaient un peu plus d'argent que les petites communes. Oui. Souvent, le bas blesse aussi, c'est parce que les petites communes n'ont pas d'argent pour désamianter, et là, il y a aussi un souci manifeste. Ça ne leur empêche pas, effectivement, leur investissement pour leur évidemment, commune et administrée, absolument. Mais c'est effectivement faute d'argent. Mais effectivement, sur les chiffres, vous avez raison sur un point, c'est qu'aujourd'hui, on a 85% des établissements scolaires, tout confondus, écoles, collèges et lycées, qui ont été construits avant 1997, qui est la date d'interdiction de l'amiante, et qui donc potentiellement peuvent contenir ce matériau cancérigène. Alors, on va en parler plus précisément. L'amiante fait régulièrement la une de l'actualité. On entend ce mot, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire, on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'amiante et en quoi, évidemment, ça est dangereux? Absolument. L'amiante, c'est un matériau
À la base, c'est une fibre minérale qu'on a utilisée en le mélangeant avec d'autres types de matériaux parce que ça a des propriétés ignifuges absolument formidables et c'était pas cher. Et donc dans les années 60, 70, 80, on en a mis partout en France et partout dans le monde. Et on en a beaucoup mis dans les écoles, justement pour protéger les écoles de tout incendie. Et on en a mis dans les dalles de sol, on en a mis dans les cloisons, parfois dans les faux plafonds. Il y a certaines écoles qui en ont absolument partout. Et puis on s'est rendu compte à la fin des années 80 que malheureusement la fibre d'amiante était extrêmement cancérogène. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé le dit, une seule fibre peut suffire à vous donner un cancer. Donc c'est un matériau qui est très dangereux, qui a été du coup interdit dans les années en 1997 précisément. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça n'a pas été retiré à l'époque quand on l'a interdit. On a toujours des matériaux amiantés un peu partout dans les bâtiments publics et dans les écoles. Pour désamianter, ça coûte extrêmement cher. Donc il y a un suivi régulier de ces matériaux qui se dégradent pour certains. Et donc il faut faire très attention. Comment vous expliquez qu'une loi passe, effectivement, en 1997, donc en fait c'est juridique, c'est un plan judiciaire, et qu'effectivement on se retrouve 26 ans après, et on constate encore, enfin vous le constatez, vous menez l'enquête et vous constatez que l'amiante est encore présent. Absolument. En fait, en 97, on a interdit l'amiante, donc on n'a plus utilisé d'amiante dans les nouvelles constructions. En revanche, dans les anciennes constructions, on l'a pas forcément retiré. Mais il fallait un décret pour ça ? Non, il fallait pas de décret. C'est juste que justement, la loi a fait en sorte de dire, et c'est là où elle a joué sur les mots, on ne peut plus utiliser d'amiante dans les matériaux de construction pour les nouvelles constructions. Mais en revanche, il n'y a pas eu de décret spécial pour dire qu'il faut le retirer. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises de désamiantage, elles en profitent comme c'est un matériau qui est très dangereux. Elles font des devis qui sont très, très, très chers. Par exemple, pour désamianter une petite école, ça peut aller parfois à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, du coup, ce que l'État a préconisé, c'est qu'on fasse un suivi très régulier de ces matériaux amiantés. Et que, par exemple, si on voyait une dégradation dans un mur, eh bien, on pouvait soit retirer ce mur, soit choisir de l'encapsuler, c'est le terme technique, c'est-à-dire essayer de faire du colmatage dans le mur pour éviter que les fibres soient volatiles et aillent dans l'air et deviennent dangereuses pour les usagers. Je disais, enfin vous le disiez vous-même, 97, donc cette loi promulguée, donc on est 26 ans après. 26 ans, il s'est passé des tonnes de choses. On en parle certes dans l'actualité fréquemment. Il y a une vraie prise de conscience a priori sur les problèmes environnementaux et écologiques en France, notamment avec le rapport du GIEC. Mais est-ce que vous sentiez qu'il y avait quelque chose à creuser précisément sur l'amiante et les écoles primaires ? En fait, on a eu l'idée suite à un chiffre qu'on a lu dans un article, qui était un chiffre publié par Santé publique France, et qui annonçait que chaque année, 60 professeurs tombaient malades de mésothéliome, enfin contractaient un mésothéliome qui est un cancer de la plèvre. Et c'est un cancer qui est uniquement spécifique à l'amiante. Si vous développez un mésothéliome, c'est que vous avez été exposé. Et en plus, c'est un cancer qui est extrêmement agressif. En général, vous partez très vite. C'est un cancer qui est très difficile à soigner. Et alors là, on s'est dit, mais ça veut dire qu'il y a des professeurs qui sont exposés à l'amiante et puis en plus qui en meurent. Et comme c'est notre cœur de métier à Vert de Rage d'enquêter sur les pollutions, ce type de pollution-là, on s'est penché sur le cas de l'école et très vite, on a découvert effectivement qu'il y avait quelque chose à faire. Ouais. Alors effectivement quelque chose à faire et surtout ces chiffres alarmants, un isolant donc d'autant plus dangereux qu'il peut porter atteinte donc précisément à nos enfants. On aime évidemment tout le monde, mais quand on touche à nos enfants, on devrait tout d'un coup avoir des réactions très animal, j'allais dire, en tout cas de protection systématique. L'enquête prouve que 16 000 établissements recensés, sur les quasiment 16 000 établissements recensés, un tiers présentent des traces d'amiante. Oui, c'est ça environ. Alors en fait, on a réussi finalement à collecter des données pour pratiquement 20 000 écoles, puisqu'on en a eu aussi de nombreuses suite à la publication de nos résultats. Là, tous les jours, on reçoit des messages d'écoles qui veulent nous donner des informations. Et sur ces 20 000 écoles, eh bien, 30% contenaient des matériaux amiantés. Et c'est un chiffre qui est largement sous-estimé, puisqu'on a également eu de nombreux refus de mairies et d'écoles. Donc, c'est 30% par rapport à notre panel. Mais imaginez, sur les plus de 50 000 écoles recensées en France, eh bien, si ça se trouve, c'est beaucoup plus. Mais pourquoi un refus des mairies ? Ils ont peur d'être contraints après de devoir faire les travaux ? Je pense qu'il y a une peur, il y a une sorte d'omerta autour de l'amiante. Tout le monde s'en sent responsable, alors que c'est un matériau qui a été utilisé il y a 40, 50 ans, donc c'était pas du tout du fait de ceux qui ont des mandats aujourd'hui. Mais il y a une vraie volonté de pas forcément communiquer dessus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un manque de communication criminelle. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes enseignant et que vous n'êtes pas au courant qu'il y a de l'amiante dans votre école, et bien, par exemple, demain, vous faites un concours auprès de vos élèves et puis voilà, vous voulez exposer un de leurs chefs-d'œuvre sur le mur, vous allez percer un trou, vous allez dégager de la fibre d'amiante, et là, c'est des cancérigènes pour l'enseignant et puis pour les élèves. Donc, il y a un manque de transparence qui est à souligner et qui, aujourd'hui, est assez grave. C'est certain. Donc, il y a des mairies qui ne communiquent pas forcément parce que elles essayent de ne pas alarmer les parents, puisque l'amiante n'est pas forcément dangereuse si elle est bien suivie. Et puis, il y en a d'autres qui ne le font pas, puisqu'ils ne sont pas forcément à jour sur les dossiers techniques
amiante à réaliser pour chaque établissement, par manque d'argent ou par manque de volonté. Et quand ces dossiers techniques ne sont pas à jour, évidemment, ils ne vont pas nous le dire. Vous doutez bien que c'est compliqué pour eux. Quand vous dites que vous ne maîtrisez pas les chiffres de ceux qui effectivement ne veulent pas témoigner ou ne veulent pas être recensés, vous quantifiez ce chiffre ou pas ? Non, on ne le quantifie pas du tout. Enfin, on sait que 60%, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté toutes les écoles de France. C'est environ 50 000 écoles. Et puis ensuite, on a contacté plus de 35 000 mairies qui en ont la responsabilité administrative. Sur tous ces acteurs-là, on a eu 60% de refus. Donc, c'est quand même énorme. 60% de refus, effectivement. Les autorités sont forcément au courant de la situation, j'imagine bien. Alors, qu'est-ce qu'ils vous en disent justement ? Alors, le ministère de l'Éducation nous dit ce qu'il dit aux acteurs de ce secteur depuis des années. Le ministère de l'Éducation nous dit c'est aux communes de réaliser ce suivi. Ils ont des budgets de désamiantage et c'est pas à nous d'intervenir. Nous, on a fait des lois, nous, on fait régulièrement des circulaires. On est très inquiets par la situation. On fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas aller derrière chaque commune. Et puis après, quand on interroge les communes, il y en a certaines qui nous disent « mais nous, on est pendu jusqu'au cou, ça coûte trop cher, c'est beaucoup trop cher pour les budgets qu'on a. » Et donc, du coup, on aimerait des aides de l'État, mais l'État ne nous répond jamais sur cette question. Et donc, du coup, il y a un jeu de ping-pong comme ça qui se fait depuis 30 ans, depuis l'interdiction de l'amiante. Et il y a une inertie qui résulte de ce jeu de ping-pong. Ce qui veut donc dire que c'est une triangulaire, finalement, avec Absolument. les sociétés de désamiantage, puisque le budget alloué par l'État pour le désamiantage ne serait absolument pas suffisant, d'après ce que disent les mairies. Ah oui, enfin, il n'y a pas de budget alloué par le ministère aux mairies. C'est-à-dire que les mairies, elles ont un budget annuel global, et puis après, c'est à elles de se dire, on va se répartir. De se répartir. Après, il y a certaines communes qui nous ont confié que le désamiantage n'était pas forcément leur priorité. Quand on a un petit budget, parfois, il faut faire attention à renouveler, par exemple, l'hôpital du coin, ou des choses qui semblent un peu plus prioritaires que l'amiante, puisque aussi l'amiante, on n'en parle pas tant que ça. Donc, on met un peu la poussière d'amiante sous le tapis, si je peux me permettre l'expression. Et puis, on essaye de faire des choses qui sont plus visibles. Évidemment, ce n'est pas le cas de toutes les communes. On a des mairies exemplaires avec qui on a été en contact, qui font un très bon suivi et qui mettent le budget là où il faut pour désamianter les écoles ou faire un bon suivi par rapport à ça. Et puis, il y a des mauvais élèves. Il y a un peu de tout. Mais le ministère se décharge totalement sur les communes. En tout cas, ce n'est pas de leur responsabilité. Oui, ils sont censés en tout cas de moins donner les budgets et l'argent, ce qu'ils font, mais peut-être trop peu. Et finalement, les mairies, effectivement, se rejettent donc la faute. Bon, donc ces traces d'amiante, elles sont concrètes. Vous avez mené l'enquête pendant combien de temps ? Pendant 9 mois, pour le recensement qu'on a réalisé. Et puis après, pendant plusieurs mois, on a également réalisé des prélèvements surfaciques dans une quinzaine d'écoles à travers la France pour voir si ces matériaux amiantés rejetaient des fibres d'amiante dans l'air et donc si ça devenait vraiment un réel danger. On a prélevé 14 écoles. Sur ces 14 écoles, on en a trouvé 11 positives. Donc c'est 79%. C'est un chiffre absolument énorme. Et donc tout ça nous a pris au moins 1 an d'enquête au total. Et on a pu, à l'issue de cette année, restituer les résultats. Alors, vous êtes journaliste réalisatrice. Évidemment, vous connaissez très bien le sujet, mais vous n'étiez pas seule dans cette enquête. Vous étiez accompagnée de scientifiques, j'imagine. Absolument. C'est notre cœur de métier à Vert de Rage. On fait des enquêtes en collaboration avec des scientifiques qui sont des pontes toujours dans la problématique qu'on veut aborder. Là, on a travaillé avec Maxime Missery, qui est un spécialiste de l'amiante, géologue et chercheur à l'université de Compiègne. Et on a travaillé avec lui main dans la main pendant 1 an. Pendant 1 an. Et lui-même, en fait, est-ce que cette enquête, fait l'objet de publications scientifiques à la suite ? Alors, il va effectivement se pencher un peu plus en question sur les écoles. Quand on l'a contacté au début, il nous a dit « vous ne trouverez rien ». C'est très bien encadré, je doute que vous trouviez quelconque trace de pollution. Puis en fait, à l'issue de l'enquête, quand il a vu les résultats, il nous a dit « mais je ne m'attendais pas du tout à ça, donc on va creuser tout ça ». Donc lui va effectivement s'emparer de ces résultats. Et puis aujourd'hui, on a des élus, on a Loïc Boyard et puis on a Marie Toussaint pour l'Europe qui sont également emparés de nos résultats pour demander une meilleure législation autour notamment des prélèvements surfaciques qu'on a réalisés, qui aujourd'hui ne sont pas normés en France, mais ils demandent à ce qu'ils soient normés pour que demain, des enseignants, comme peut-être des parents d'élèves, puissent demander ce genre de tests qui coûtent beaucoup moins cher que les tests actuels et qu'on puisse avoir un meilleur suivi des matériaux amiantés. Quand on voit l'état de l'enseignement en France, alors, on a évidemment beaucoup de professeurs qui sont motivés, d'instituteurs qui sont là, mais on voit quand même un manque cruel de profs à chaque rentrée scolaire. On voit des profs engagés avec une formation sur 4 jours seulement. On voit aussi des écoles qui ferment, des classes qui ferment, et ce problème de l'amiante qui se pose. Est-ce que l'école va pouvoir réellement avoir une possibilité d'action sur ce problème-là précisément ? En tout cas, quand ils ont des choses à gérer. Ce qu'il faut faire, c'est faire comprendre aux enseignants qu'ils ne sont pas seuls face à cette problématique. Il y a de nombreux enseignants qui aujourd'hui demandent à consulter les dossiers techniques amiantes qui se trouvent dans les écoles normalement pour savoir s'ils sont ou pas
au contact de l'amiante. Et très souvent, on leur dit de se taire et on peut même, dans certains cas, les menacer. Nous, on le sait parce qu'on a des preuves de ça. On a été en contact avec des enseignants qui ont été menacés par leurs inspecteurs qui leur disaient de se taire lorsqu'ils découvraient qu'il y avait de l'amiante dans l'école. Aujourd'hui, les enseignants sont des gens admirables qui ont une vocation, c'est instruire nos enfants pour une société qui fonctionne bien. Et aujourd'hui, ils se trouvent dans une situation où ils ont affaire à tout un tas de problèmes et potentiellement aussi à l'amiante, qui est un cancérogène. Et quand ils demandent des explications là-dessus, on leur dit de se taire. Je pense que déjà, dans un premier temps, avant d'envisager tous travaux, il faudrait déjà envisager un meilleur suivi, un accompagnement, faire en sorte que les enseignants se sentent protégés dans leur établissement et qu'ils se sentent bien accompagnés. C'est déjà, ça coûte rien. Je veux dire, il n'y a pas de travaux. Juste déjà les entendre et derrière leur donner les informations qu'ils demandent, c'est une première étape qui ne coûte pas cher et qui est totalement réalisable. Mais est-ce qu'on peut craindre que cela fasse encore plus peur à nos enseignants et qu'ils quittent, désertent davantage ce métier? Absolument pas. L'amiante, encore une fois, si c'est bien encadré, ce n'est pas dangereux. C'est-à-dire que s'il y a un suivi régulier tous les 3 ans avec un diagnostiqueur qui vient regarder l'état du matériau amianté, ça peut ne représenter qu'un tout petit danger. Ce qui est aujourd'hui inquiétant, c'est le fait qu'il y ait un suivi qui parfois ne soit pas respecté. Les enseignants, si derrière ils voient que le dossier technique amiante existe et que la mairie fait tout son possible pour bien gérer ça, il n'aura pas de crainte. Et on a rencontré des enseignants dans ce cas-là. Donc ils ont juste besoin de sentir que les travaux sont faits, que le suivi est bien fait et qu'on leur donne les informations en toute transparence. Le suivi doit être fait par la mairie, vous le disiez. Oui, ça leur incombe. D'accord, donc c'est à eux de le financer. Oui, absolument, c'est la mairie. Est-ce que pour les écoles, oui. Pour les écoles. Est-ce que lors de cette enquête, vous vous êtes aussi penché sur cette problématique dont on parlait, des sociétés de désamiantage? Alors, certes, peut-être certains sont véreux, mais peut-être pas tous. Est-ce que vous avez pu discuter avec certains, justement, sur le prix, la tarification qui est bien trop élevée pour ces mairies? Oui, on a discuté avec certains. Moi, d'ailleurs, j'ai suivi une formation amiante en sous-section 3. C'est des termes très techniques, mais qui m'a permis de pouvoir aller faire ces prélèvements et puis de comprendre de quoi on parle, parce que l'amiante, c'est très technique, les dossiers sont très techniques, donc il fallait pouvoir comprendre de quoi on parle. Les sociétés des amiantages, elles l'expliquent très simplement, c'est un cancérogène sans seuil, donc aujourd'hui pour intervenir sur des chantiers où il y a de l'amiante, ça demande un dispositif qui est quand même assez dingue. Il faut confiner les lieux, il faut mettre une tente, il faut rentrer en habit de cosmonaute. Vous avez fait? Alors moi, ce que j'ai pas fait, mais nous, quand on est journaliste, on prend des risques pour l'information. Mais en général, sur un chantier avec de l'amiante, effectivement, on rentre dans un espace clos, on n'y reste pas plus d'un certain laps de temps. On a des équipements de protection qui font qu'on garantit la sécurité des désamianteurs. Et ça coûte cher, effectivement, donc il n'y a pas forcément de solution. Il y a des entreprises véreuses, et c'est là où, effectivement, il faut qu'on fasse un peu plus attention. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet et qui est très vaste également. Peut-être que le ministère devrait contraindre aussi, sous forme de règlement ou de décret, je ne sais pas, les entreprises à pouvoir baisser leurs tarifs pour qu'enfin on arrive à cette priorité dont on parle depuis toujours, à savoir l'enseignement, l'école et aussi l'environnement. Ça peut être une solution. Quand on sait tout ça, grâce à vous, donc, grâce à l'enquête que vous avez menée, je le disais tout à l'heure, en co-réalisation avec Martin Boudot, quand on sait tout ça, ce problème-là pour nos enfants, pour nos profs et pour nous, parents aussi d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit? Alors, la première chose à faire, c'est, si vous êtes inquiet, vous demandez au chef d'établissement, est-ce que vous pouvez me faire consulter le dossier technique amiante? Il y a une page de synthèse au début du rapport qui est très facile à lire, qui vous dira si oui ou non il y a de l'amiante dans l'établissement. Si vous voyez que dans la fiche de synthèse, il y a mention d'amiante dans l'établissement, il faut juste s'assurer que cet amiante-là est dans un bon état. S'il y a écrit qu'il est dégradé, il faut demander au chef d'établissement, y a-t-il des travaux de prévus? Si le chef d'établissement est bien au fait de tout ça et si vous voyez que le dossier est bien à jour, il n'y a pas grand-chose à craindre. Si en revanche, il y a un flou sur le dossier technique amiante, si on n'est pas capable de vous répondre, que vous voyez qu'il y a de l'amiante, que c'est mal suivi, là, il faut sûrement pousser un peu plus les investigations. En tout cas, tout usager du bâtiment a le droit de consulter ce dossier, que ce soit les enseignants comme les parents d'élèves. Le documentaire a été diffusé. Oui. Non, il n'a pas été diffusé, il sera diffusé en octobre prochain. C'est la spécificité de notre émission. On n'a pas la primeur de nos résultats, on les restitue d'abord au grand public et à ceux qui veulent les utiliser. Et puis après, nous, on inclut le potentiel impact de notre enquête dans le documentaire qui est ensuite diffusé quelques mois plus tard. Ce sont des teasings donc, qui sont c'est ça. visibles pour l'instant et donc forcément des réactions que l'on peut voir partout, des réactions en chaîne sur Internet, à la fois d'effroi, évidemment, et on le comprend, et à la fois de spécificité où chacun donne son avis. C'est un peu le problème des réseaux sociaux aussi. Oui.
Voilà. certain. Comment vous réagissez et comment vous contrez en tant que journaliste cette situation de la désinformation ou de la mauvaise information? Nous, on ne va pas consulter déjà les commentaires. Je veux dire, on a tout un réseau. Les journalistes ont plutôt bien fait leur travail. On a eu plus de 150 retombées presse après la restitution de nos résultats. Dans ces retours presse, on a toujours communiqué le nom du scientifique avec qui on travaille. On a donné un rapport très précis et très béton. Et après, on incite les gens qui s'intéressent à cette thématique à se rendre sur le site de franceinfo.fr, qui a créé un moteur de recherche et qui permet de regarder école par école quelle est la situation de votre école, en tout cas quelles sont les informations que nous on a trouvées. Ensuite, pour lutter contre la désinformation, nous, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'outils. On est une dizaine de journalistes, on est sur des enquêtes différentes. Malheureusement, on ne va pas pouvoir aller sur tous les réseaux répondre à tous les détracteurs. Mais moi, j'incite les enseignants, les parents d'élèves ou toute personne curieuse de la situation des écoles amiantées en France à se rendre sur le site de franceinfo.fr pour lire toutes les informations et puis à lire aussi un peu plus en détail la problématique de l'amiante là où ils le pourront. Merci beaucoup Mathilde Cuisin d'avoir été avec nous sur le Grand JT, nous avoir parlé effectivement du documentaire qui sortira donc en octobre prochain. On a déjà des petits teasings vraiment frappants. Merci à vous de vous y être intéressés. Superbe série documentaire, donc en co-réalisation avec Martin Boudot, série Vert de rage diffusée sur France 5. J'embrasse France Télévisions, et un groupe, une chaîne France 2 sur laquelle j'ai beaucoup travaillé aussi. On marque une courte pause et on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir deux lycéens absolument géniaux, à la fois Basma El Hassani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, donc lycéenne au lycée Fernand et Nadia Léger à Argenteuil, finaliste du concours. On va en parler. Bravo. Déjà, merci, bravo. Merci. Bravo. Un concours que je connais bien. Franchement, bravo. Et également, Maëlle Bouzid, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bravo aussi. Bravo. Élève au lycée Lucie Aubrac à Pantin. Prix coup de cœur du jury. Vous allez tout comprendre dans un instant, car on va retrouver Thomas Contet, qui est le directeur général de Trouve ta voix. J'aimerais qu'on rappelle, bonjour Thomas, j'aimerais qu'on rappelle ensemble comment est né le projet Trouve ta voix, parce qu'il s'agit à la fois ici de passion et d'engagement. Tout à fait. Trouve ta voix, c'est une association qui a été créée en 2018, dont la mission est de permettre aux jeunes de révéler leur potentiel par la prise de parole. Et le projet est né de l'engagement de 4 étudiants en droit à l'époque qui avaient remarqué, avaient réalisé ce que le fait de prendre la parole en public et de progresser en prise de parole leur avait apporté dans leur construction personnelle, dans leur insertion professionnelle et dans leur entrée dans la citoyenneté. Ils ont voulu s'engager en développant un programme pédagogique qui permet à 70 formateurs cette année, qui sont des étudiants bénévoles, de s'engager dans des classes de lycées publics prioritaires aux 4 coins de l'Île-de-France pour former des formidables élèves comme Maëlle et Basma, mais en tout 2000 élèves cette année à la prise de parole en public. Parce que la prise de parole en public, en fait, relève pour certains d'un véritable défi, on le sait. Ça l'a été aussi pour moi quand j'étais bien plus jeune, et pour autant je fais de l'antenne. Vous voyez comme quoi les choses évoluent, et évoluent positivement, je ne sais pas, mais en tout cas ça évolue. Et surtout, c'est un vrai marqueur social. Oui, tout à fait. C'est une des plus grandes inégalités sociales, la capacité à prendre la parole en public, alors que c'est utile à tous les moments un peu importants de la vie, que ce soit un oral de brevet ou de bac. Vous allez passer le grand oral dans 2 ans et l'oral de français dans 1 an. Et si vous étiez en filière professionnelle, vous auriez aussi un oral à passer pour votre baccalauréat, mais vous aurez ensuite des entretiens d'embauche, des discussions avec vos employeurs, vos collègues, et même quand il s'agira de dire quelque chose que vous avez au profond de vous-même et que vous avez besoin de dire pour avancer dans votre vie. Tous ces moments-là de la vie, savoir prendre la parole en public, c'est important. Ou au moins se sentir légitime et capable de le faire. Et c'est pour ça qu'avec Trouve ta voix, on s'engage, parce qu'on considère qu'à l'école, alors qu'on apprend à lire, à écrire, à compter, on n'apprend pas assez à prendre la parole en public. Alors on a développé ce programme pédagogique pour essayer de faire changer petit à petit les choses à l'école. Et un programme qui fonctionne vachement bien. J'ai eu la chance de présenter effectivement la finale l'année dernière. C'était au Panthéon. Donc déjà, imaginez le lieu, absolument symbolique, grandiose. Cette semaine, c'était quand déjà mercredi. Voilà, mercredi, il y a eu cette finale au château de Versailles. Vous faites les choses en grand chez Trouve ta voix. On essaye. L'idée, vraiment, avec ce programme, c'est non seulement de faire ressentir aux jeunes qu'ils ont une voix, que cette voix compte et qu'elle peut être valorisée dans des lieux à forte valeur symbolique. Alors, après 2 ans à l'Assemblée nationale en 2018 et 2019, une année 2020
un petit peu perturbé par le Covid qui ne nous a pas permis d'intervenir dans les classes. On s'était donné le défi d'organiser, comme vous l'avez dit, cette finale au Panthéon. Et puis, parce qu'on aime bien les défis, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire après le Panthéon ? On a pensé au château de Versailles et notamment à la salle du Congrès, qui est d'autant plus symbolique que c'est l'endroit où se réunissent tous les députés, tous les sénateurs, quand le chef de l'État veut s'adresser à eux. L'année prochaine, c'est Trouve ta voix à l'Élysée, en fait. Ouais, là, c'est la graduation. Alors, parlons à nos lycéens qui sont présents sur ce plateau. Basma et Maëlle. D'abord, Basma, est-ce que pour vous, la prise de parole, c'est quelque chose de compliqué ? Au début, oui. Au début, franchement, dans mes années collège, c'était quelque chose que j'aimais pas forcément, être à l'attention, tout ça. Mais au fil des années, je suis vraiment une personne qui aime beaucoup être au centre de l'attention, donc prendre la parole et tout devant les gens et être écoutée, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et surtout de délivrer des messages, peut-être, des messages forts. C'est ça, et de donner sa parole et de ses pensées, de s'exprimer comme nous on le veut, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais. Pour vous, Maëlle ? Moi, c'est différent. Moi, j'ai toujours été à l'aise à l'oral. L'aventure Trouve ta voix m'a permis d'être encore plus à l'aise à l'oral. Surtout qu'on a de super formateurs. Ça se voit qu'ils étaient là pour nous faire progresser. Et voilà. Et pour mettre en avant aussi vos envies, vos passions, peut-être des choses essentielles pour vous. On a un extrait de votre discours, Maëlle. J'aimerais qu'on l'écoute. Alors évidemment, c'est un extrait. Hein. Tout le discours est formidablement fort. Mais vous avez une petite passion, regardez. Il existe heureusement encore des exceptions. Il existe des millionnaires qui n'oublient pas d'où ils viennent. Qui n'oublient pas qu'étant enfants, ils ont connu ces discriminations, ces différences. Il existe encore, par exemple, un homme fort, un homme intelligent, rapide, humble, un héros national, notre sauveur à tous. Bon, j'avoue, je m'enflamme un peu, mais je suis vraiment fan de lui. Je parle bien évidemment de Kylian Mbappé. Et pour rebondir sur le sujet qui nous avait été donné lors du précédent tour à Sciences Po Paris, je disais que Kylian pouvait utiliser sa notoriété pour montrer le bon exemple. Ouais, j'ai vraiment parlé de Kylian à chaque tour. Hein. Je suis vraiment fan de lui. Kylian Mbappé, forcément, qui fait une de l'actualité en ce moment. Ce discours, comment vous l'avez écrit ? Quel a été le point de départ ? Le point de départ, en vrai, il était assez brouillon parce que le sujet qui nous a été donné lors de la finale était un peu similaire à celui qui nous a été donné lors de la demi-finale. Donc, ouais. Du coup, c'était que voudriez-vous dire au monde ? Voilà, c'est ça. Et lors de la demi-finale, qu'est-ce que je voudrais dire à la planète ? Du coup, voilà. Donc, à l'aide de mon formateur, on a essayé de vraiment chercher profondément. On a essayé de trouver qu'à l'aide de l'association Trouve ta voix qui aide les jeunes dans les quartiers un peu moins favorisés. Ouais. Donc, un peu les inégalités. Du coup, j'ai décidé de parler des inégalités. Et justement, cette inégalité, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, Maëlle, ou alors vos camarades qui sont peut-être un peu moins à l'aise avec l'oral, se dire, en fait, j'ai des vraies capacités, je peux être bon en maths, bon en physique, je sais pas, en français, en histoire, peu importe. Et finalement, à l'oral, tout d'un coup, je suis complètement démunie. Comment je vais faire plus tard devant un employeur ? C'est exactement ça, et c'est ce qu'a su faire Trouve ta voix, venir à notre rencontre pour nous permettre de montrer nos capacités, d'avancer, quoi. Voilà. Alors Basma, pareil, un discours aussi tout à fait éloquent. On va écouter un extrait ensemble. Et pourtant, quand on me pose la question « Que voudrais-tu faire plus tard ?», je laisse toujours un blanc. Et je mens. Bon, à ne pas reproduire, bien évidemment. Mais alors vous me demanderez peut-être pourquoi ? Parce que toutes les fois où je leur ai dit la vérité, on ne m'a pas cru. Parce que toutes les fois où je leur ai dit la vérité, la société m'a fait comprendre que ce rêve d'enfant devait rester en enfance. Parce que toutes les fois où je leur ai dit la vérité, on m'a fait comprendre que je n'y arriverais pas. On m'a fait comprendre que de là où je viens, on n'avait pas le droit d'avoir ce rêve et d'accéder à un tel prestige. Même ma conseillère d'orientation a été surprise en imaginant une fille dans ce métier. Vous y croyez ? Mais alors, Simone Veil, Gisèle Halimi, Chimamanda Ngozi Adichie, ces piliers du féminisme, se sont-elles battues en vain ? Si elles entendaient ça, j'ose à peine imaginer ce qu'elles diraient. Extraordinaire ce discours aussi, hein, franchement. Merci. Non mais vraiment, félicitations, parce que c'est très émouvant toujours de voir cela. Alors évidemment, on se pose toute la question, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est quoi ce métier ? Quel est-il ? C'était pilote d'avion. Pourquoi c'était ? Ça a changé ? Non, mais ça change de jour en jour, franchement. C'est vrai ? C'est vraiment le métier. Pilote d'avion, d'accord. Pilote de ligne ? De ligne. Pilote de ligne. Et on vous a dit non, tu n'y arriveras pas ? C'est ça, en fait, on m'a fait comprendre qu'avec les clichés, déjà qu'il n'y a pas énormément de filles, en fait, de femmes dans ce métier. Et en plus que c'est un métier d'exception, de prestige, comme on dit, qu'en fait, non, tu n'y arriverais pas, tout simplement.
Et pourquoi? Parce que de là où tu te souviens? Enfin, pour quelle raison? Ouais, c'est ça. Et que franchement, on connaît tous ce cliché de oui, être pilote, c'est qu'on descend d'une famille riche, d'une famille célèbre, ou bien même être pilote, il faut avoir des capacités incroyables et vraiment ne pas se tromper nulle part. Bon, je crois qu'il ne faut pas avoir de problème de Dieu. Mais sinon, tout le monde peut y arriver. Sinon, tout le monde peut y arriver. C'est ce que j'essaye de dire, en fait. Et même pour d'autres métiers, comme par exemple des métiers incroyables, comme avocat, les grands métiers comme médecin, que finalement, ce n'est pas des métiers vraiment très restreints. Que si on s'y donne les moyens d'y arriver, tout le monde peut y arriver. Et comment ont réagi vos camarades quand vous leur avez dit que vous vouliez devenir pilote de ligne? Au début, je ne le disais pas beaucoup. C'était quelque chose que, comme je dis dans mon discours, quand on me posait la question, soit je mentais, soit je disais ouais, bon. Mais un jour, quand ils ont entendu mon discours, ils m'ont dit mais c'est incroyable comme métier, franchement, lance-toi et vas-y, et tu y arriveras. Toutes ces femmes que vous citez, à l'instar de Simone Veil par exemple, c'est des femmes qui finalement vous ont porté aussi, et des femmes actuelles peut-être qui vous portent et qui vous mènent vers aussi ce besoin, cette nécessité d'égalité, de réussite entre les hommes et les femmes. C'est ça, pour moi le féminisme c'est quelque chose d'actuel et de trop important. Et ces femmes qui se sont battues pour, notamment Simone Veil, qui ont voulu, elles, combattre cette inégalité, c'est comme des piliers. Franchement, c'est des images à avoir. Franchement, c'est des personnes à suivre et à ne pas oublier, surtout. Alors, il y a évidemment plusieurs inégalités. L'inégalité homme-femme dont on parle. Là, par exemple, Maëlle, est-ce que vous avez l'impression qu'on est arrivé enfin à cette égalité? Pas totalement. Il y a encore trop d'inégalités, notamment dans le monde du sport, comme j'ai souvent parlé du sport dans mes discours. Les salaires dans le football. Voilà. On parle beaucoup plus du foot féminin, ça monte, ça y est. Est-ce que c'est encore respecté, ça? Est-ce que les garçons disent pas non, mais c'est bon? Non, pas totalement. Parce qu'au tennis, elles se défendent quand même. Maintenant, il y a l'égalité salariale, par exemple, sur les prize money à Roland-Garros ou dans les tournois du Grand Chelem. Donc on y arrive petit à petit. Et alors évidemment, il y a une inégalité donc homme-femme. Il y a beaucoup, malheureusement, trop d'inégalités, mais d'inégalités dans la réussite, dans l'apprentissage. On parlait justement des zones prioritaires, de ces fameuses REP, en tout cas des endroits où les familles sont dites, pas toujours, mais un peu moins favorisées que les autres. Est-ce que vous sentez, vous, porté justement par les éducateurs, par les associations, par tous ceux qui qui entourent le système de l'éducation nationale et qui vous permettent d'y croire vraiment et de se dire à un moment, on va casser ce système, on va rompre le problème des inégalités? Avec Trouve ta voix, notamment, j'ai jamais ressenti que j'ai pu être mis de côté, par exemple, comme j'ai pu le ressentir dans un autre endroit. Non, au contraire, on me privilégiait, on nous met de l'avant et on cherche à vraiment sortir toutes nos idées, notamment pour le discours. Ma tutrice, Flore, ma formatrice, elle a cherché vraiment à donner toutes les idées venant de moi. Elle m'a dit non mais Basma, c'est ton discours, c'est ta voix, c'est tes pensées. Donc exprime ce que tu as envie de dire. Et ça se passe comment d'ailleurs quand on prépare un discours avec un formateur, Thomas? On demande aux jeunes, aux lycéens, en fait, quelles sont les idées principales qu'ils veulent mettre en avant? Comment on construit? Oui, c'est vrai qu'il faut d'abord se rappeler qu'avant d'avoir un concours d'éloquence, on a 20 heures de formation à la prise de parole en public dans les classes. Donc chacune des élèves dans nos classes partenaires vont avoir un discours à écrire sur un sujet qui est choisi par le formateur et le professeur de la classe. Et donc c'est vraiment une action collective que d'écrire ce discours, de trouver ses idées au début des formations Trouve ta voix, et ensuite chacun amène son expérience, son idée, ses petits rêves et ses petites idées qui lui viennent jour après jour et semaine après semaine de la formation Trouve ta voix. Ça, on arrive avec des discours qui sont donc individuels, qui sont restitués devant chacun des autres camarades de la classe. Et puis bien sûr pour vous qui êtes assez exceptionnel pour vous qualifier, être nommé représentant de votre classe, puis de votre lycée, puis de votre académie, puis participer à cette finale, eh bien en fait c'est un recommencement à chaque fois qu'on leur annonce un nouveau sujet, mais ils ont pris des réflexes, donc ils savent les questions qu'il faut se poser quand on leur pose les questions comme que voudriez-vous dire au monde. Pour Basma en finale académique, c'était peut-on vraiment se rencontrer? Peut-on vraiment se rencontrer? Et donc ils savent maintenant analyser un sujet, en saisir le sens premier ou le sens caché, et puis derrière partir de leurs expériences à eux, puisque c'est vraiment ça qu'on leur force à faire. On leur dit oui, vous avez vécu des choses, donc parlez-en dans vos discours. Et de là vont naître des prémices d'engagement, des grandes opinions, ce qui est ressorti pendant leur discours à eux. Et puis des prémices aussi de l'épreuve de philosophie, parce que peut-on vraiment se rencontrer? C'est vraiment, en fait, ça pourrait être un sujet de philo. Donc c'est une façon aussi de vous amener à penser, parce que ça se construit aussi une pensée avec le temps. C'est pas quelque chose qui vient automatiquement. Est-ce que vous avez ressenti ça, Maëlle? Oui, j'ai ressenti ça.
Un engagement citoyen aussi? Oui, un engagement de citoyen, bien sûr qu'il y a un engagement de citoyen, parce que déjà, si Trouve ta voix n'était pas venu dans nos classes, je pense pas que nous-mêmes on serait allés vers des associations qui seraient venues nous aider, qui nous auraient amenés en quelque sorte à rentrer au mieux dans la société. Trouve ta voix, c'est pas une association qui fait semblant, si je puis dire. C'est vraiment, il y a des formateurs qui sont là pour nous amener au plus haut et qui sont là carrément pour une petite expérience. Le jour de la finale, mon formateur était plus stressé que moi. Voilà, donc c'est... Je me rappelle avoir vécu ça aussi, de la même manière quand j'avais animé cette finale. C'est vrai que pour rebondir là-dessus, sur cet engagement citoyen, l'idée c'est de leur montrer qu'ils sont capables de se poser les questions. Parce que c'est vrai que dans les cours de philosophie, par exemple, les professeurs vont bien entendu faire un excellent travail pour structurer cette pensée-là, etc. Mais si elle reste à l'intérieur d'eux-mêmes ou qui peuvent l'exprimer seulement à l'écrit alors qu'ils ne se sentent pas forcément à l'aise dans la rédaction, et c'est dommage, on ne s'enrichit pas forcément de toutes les ressources qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc en leur permettant derrière à la fois de structurer, d'écrire un discours et derrière de leur offrir le terrain d'expression qui va faire qu'ils vont pouvoir l'exprimer, et surtout dans des lieux comme ça, on imagine que ça valorise non seulement leur voix à eux, mais que ça inspire tous leurs camarades qui vont regarder ces finales-là, et peut-être vos frères et sœurs aussi, qui se sentiront plus à l'aise, plus légitimes de s'exprimer sur des grandes questions universelles telles que celle-ci. Et puis la fierté des parents. Attendez, parlons de la fierté des parents, quand même. Vos parents, ils étaient là ou pas? Oui, ils étaient là, il y avait ma mère, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'elle disait, maman? Elle était étonnée déjà, parce que de nature, je suis pas quelqu'un qui va m'exprimer comme ça. Donc c'est vrai qu'être là devant un public et parler d'un sujet important, et c'est vrai que ça l'a étonnée, et bon, elle est fière, j'imagine. Quel est le prénom de votre maman? Sadia. Sadia, voilà, on salue Sadia. Et vous, vos parents? Moi, c'est en quelque sorte pareil. Mon père était là le jour de la finale. C'est vrai qu'avec les amis à l'école, je suis quelqu'un de très genre, j'aime bien parler. Mais avenant, mais chez moi, je suis un peu plus timide, un peu plus réservé. Et de voir mon père fier de moi, c'était une fierté pour ma part aussi. Et le prénom du papa? Joued. Voilà, on l'embrasse aussi, on le salue évidemment. Alors Trouve ta voix permet effectivement ces ateliers de prise de parole, de pouvoir aussi reprendre confiance, se donner les moyens de pouvoir s'exprimer. C'est aussi une épreuve, des ateliers nécessaires pour une épreuve très importante qui est celle du grand oral, et on en parlait. Elle vous guette cette épreuve, est-ce qu'elle vous fait peur? Avant, oui. Avant, honnêtement, le grand oral, j'étais là, ouais, bon, ça va être compliqué. Mais franchement, maintenant, on va pas dire, mais je sens que je vais bien le faire. Je sens que là, je vais être parfaite. Maëlle, pareil? Pareil, Trouve ta voix, c'est nous donner les outils pour réussir au mieux ce grand oral et même l'oral de l'année prochaine en français. Et c'est super. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a pris la parole dans la salle du congrès du château de Versailles devant des centaines de personnes, je pense qu'un grand oral est abordé de manière un peu plus sereine. Mais c'est vraiment un objectif. Et d'ailleurs, c'est parce que le grand oral du bac a été instauré que nos actions de formation à la prise de parole ont beaucoup été légitimées dans les établissements, que les équipes éducatives ont besoin aussi de nos actions et que notre action se renforce d'année en année. Il y a l'action effectivement sur la prise de parole, mais aussi sur l'orientation, parce que c'est très important de savoir ce qu'on va faire. Vous disiez, je veux être pilote de ligne, mais pourquoi pas autre chose? Finalement, ça varie en fonction de chaque jour. Demain, vous saurez quoi, par exemple? Et après-demain, quoi d'autre? J'en ai aucune. Il y a d'autres métiers qui vous plaisent, Basma? Oui, j'imagine. Il y en a toujours. À chaque fois qu'on apprend un nouveau métier, on va toujours le faire. Mais comme là, aujourd'hui, franchement, le métier de présentatrice, pourquoi pas? Mais venez avec nous travailler. Dans quelques années, avec plaisir, on vous reçoit et on vous fait... J'imagine que l'éloquence et tout ça, c'est important, partout. Partout, franchement, savoir s'exprimer, c'est quelque chose d'important. Maëlle, l'association Trouve ta voix vous a permis aussi de pouvoir travailler justement sur l'orientation. Est-ce que vous avez envie de faire plus tard? À vrai dire, moi, c'est un peu flou sur ce que je veux faire plus tard, mais l'association Trouve ta voix, m'a beaucoup aidé. Moi, j'étais toujours intéressé par, comme Basma, par l'animation, comme vous, quoi. Et c'est vrai que ça a l'air intéressant. Après, c'est chouette, je vais avoir plein de chroniqueurs avec moi. Voilà, c'est ça. Si vous cherchez des stagiaires, ils seront là. Exactement. Ah oui, parce que stage de 3e, non, ça y est, vous êtes en seconde. Mais bon, on sait pas. Pour la suite, avec plaisir en tout cas pour vous recevoir. Mais donc pourquoi pas journaliste pour pouvoir raconter ce qui se passe dans le monde? C'est ça. Mais après, c'est vrai qu'à ce qui paraît, le métier de journaliste est un métier très, très difficile d'accessibilité, de se faire une certaine notoriété dans le métier. Du coup, c'est ça qui me fait un peu peur. Dans le foot aussi, je vous rassure. Oui. Enfin, je vous le souhaite en tout cas. Avec plaisir en tout cas pour vous aider, évidemment tous les deux. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Basma El Hassani, ainsi que Maëlle Bouzid. Et merci évidemment Thomas Conté, ainsi que toute l'équipe de Trouve ta voix. On peut citer les quelques-uns qui sont avec vous quand même. Bien sûr. Laura, Solène, Naïcha, Marianne, Mathis, Vincent, Juliette, Mathis, Lucas,
Et j'en oublie sûrement. Bah oui, ce sont mais des formateurs, forcément. Et j'embrasse Sophie, la présidente cofondatrice de Trouve ta voix, parce que sans elle, on ne serait pas là avec vous, Virginie. Évidemment, bien sûr, on la salue. Et bravo à tout ce que vous faites. On rappelle que c'est une équipe de bénévoles. Et c'est encore une fois les citoyens qui font aussi, voire même qui font clairement bouger les lignes. Bravo, bravo à vous. Merci. Comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants. On l'a fait là, mais enfin, ils sont un peu grands, plus petits. Ce dimanche, c'est la fête des pères. Regardez les messages qu'ils ont adressés à leur papa. Papa, je t'aime à la folie. Bisous. Mon papa, il s'occupe toujours très bien de nous. C'est le meilleur des papas. Bonne fête, je t'aime très 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 fort. Mon papa, je l'aime très fort. J'adore quand il joue avec moi au foot. Gros bisous papa, je t'aime très fort. J'aime bien la fête des pères car j'aime bien offrir des cadeaux à mon papa. Et aussi c'est le meilleur de la terre. Je t'aime papa. Je t'aime de tout mon cœur, tu es le plus beau, le plus fort, tu es trop rigolo. Il y a plein d'enfants qui aimeraient avoir un papa comme toi. Tu es le meilleur du monde, je t'aime. On t'aime très fort, gros bisous. Merci beaucoup les enfants et une très bonne fête des pères à tous les papas. Allez, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier et cette semaine, elle reçoit Zoé la modeuse. Bon, si tu es d'accord, on attaque la dernière partie de l'émission, celle où on s'intéresse vraiment spécifiquement à l'école. Donc l'école, tu l'as quittée il y a un petit moment, mais comme on le dit, tu as 2 filles. Ouais. Donc justement, tu es en plein dedans, en vrai. Quel regard tu portes sur l'école d'aujourd'hui ? Sur l'école d'aujourd'hui, alors moi, j'ai toujours un œil hyper positif et bienveillant sur l'éducation nationale déjà en général, parce que je suis fille d'instit et que... Non, mais c'est vrai, je sais que moi, j'ai jamais été la maman, ouais, les instits, et ils font pas ci, ils font pas ça. Je sais que c'est un métier difficile et je suis ultra admirative parce que on peut pas... réduire les instits et même les profs en général à ils terminent à 4h30, ils ont 2 mois de vacances, c'est bien plus que ça, et puis il faut se taper les gosses toute la journée. Ouais. Je pense que c'est quand même pas c'est pas évident. Après, moi je trouve qu'il y a quand même un niveau d'exigence qui est en baisse. Mais je crois que c'est un peu le monde d'aujourd'hui aussi. Et ce que je reproche quand même à l'éducation nationale, alors pas tous les profs, là, je vois au lycée, je le constatais moins au collège, au lycée, je trouve que les profs jouent vachement le jeu des nouvelles générations. Donc ils proposent des trucs beaucoup plus adaptés qui s'adaptent. Qui parlent quand même aux jeunes. Donc moi je vois ma fille de 15 ans qui est... Tu penses à quoi par exemple? Je sais pas, ils font des reportages photos, ils font des TikTok, ils ont des profs qui sont quand même vachement au fait de ce qui plaît aux jeunes aujourd'hui. Alors que au collège, moi j'étais désespérée quand on travaillait sur le tube digestif de la vache ou de la blatte. La blatte ? Ouais, la blette, c'est ce qu'on mange. La blatte, c'est le petit truc dégueulasse. T'aurais voulu faire quoi à la place? Mais non, mais je me disais, mais ça, quand tu vois les gamins qui sont là, qui consomment du YouTube, du TikTok, tout ça, le tube digestif de la vache, c'est quand même apprendre par cœur. Je me disais, c'est difficile de les... Moi, j'ai pas appris ça. Hein. Mais eux, là, oui. Mais je sais pas, c'est vrai que moi, ça me surprenait. Je trouvais que c'était tellement pas adapté, quoi. Alors que, là, au lycée, je trouve que c'est quand même un peu plus funky. Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon toi ? Ça, justement. Parfois, il y a une méthode d'enseignement qui est susceptible quand même de mettre assez facilement les jeunes en échec, vu que ces jeunes-là, ils consomment, ils vont vite, ils zappent, leur demander... Ah, tu veux dire dans la manière de transmettre et d'enseigner. Je pense qu'il faut réussir peut-être à proposer aux jeunes finalement quelque chose presque de plus ludique, ou alors dans une consommation qui est adaptée à leur quotidien, quoi. Exactement. Qui est évidente pour eux. C'est ça, parce que je trouve que, en même temps, il ne faut pas non plus tomber dans la vulgarisation et arrêter d'être exigeant. Ça fait beaucoup d'écran, quoi. Non, mais je sais pas, de proposer des projets différents. C'est vrai que j'ai plus d'exemples là qui me vient en tête, mais je sais pas, ma fille, elle avait des affiches à faire c'était en pleine manif contre les retraites. Dans le cadre c'était un cours d'histoire, je crois. Plutôt que d'apprendre par cœur tout un chapitre, tout ça, mais ils ont fait un truc hyper dynamique avec un débat, avec des interviews, un projet télé.
jouer. Je trouve que c'est un peu plus sympa. Ça les a fait réfléchir en fait à ce qui était en train de se passer. Oui, et ils se sont amusés. Plutôt que d'apprendre par cœur, et au final, je m'aperçois qu'ils ne retiennent pas après, tu retiens que sur l'instant. C'est ça, alors que dans le projet qu'ils ont pu réaliser, ils ont retenu. Donc plus de par cœur alors. Il faut quand même apprendre des choses par cœur. Il faut, voilà, mais je pense qu'il faut réussir à trouver le juste équilibre. L'école de demain, tu la vois comment? C'est une bonne question. L'école de demain, je la vois en galère face à ChatGPT. Il n'y aura plus rien à apprendre. Je la vois en galère, ouais. Je la vois numérique, je la vois sur les réseaux aussi. Je vois quelque chose d'hyper modernisé. Mais c'est vrai que le vrai combat, là, ça va être de comment s'en sortir et quoi faire de ChatGPT, l'intelligence artificielle. Et puis sur les réseaux, qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes d'éducation ? Alors moi, par exemple... C'est vraiment ton... Ouais, c'est mon domaine. Mais alors par exemple, moi je suis des comptes comme Culturez-vous sur TikTok, sur Insta. Il y a le Château de Versailles aussi, qui a un super compte TikTok. Et moi je trouve que ça, c'est par exemple des comptes de philo aussi qu'on peut retrouver. Il y a des profs. Choisir ce qu'on suit, en fait. Ouais. S'instruire aussi un petit peu, 5 secondes comme ça par jour. Je trouve que c'est... Moi, Culturez-vous ou le Château de Versailles, j'adore parce que c'est plein d'anecdotes sur Madame de Pompadour, Louis XVI et tout ça. L'histoire, alors. Ouais, moi, j'adore l'histoire. Mais voilà, je pense que ça peut toucher plein de matières différentes. Et d'ailleurs, il y a, je sais plus quel... Il y a un compte comme ça, TikTok, j'y repense maintenant, ça fait un moment que je ne l'ai plus vu, où c'est de la physique, mais en rap. Ah bon? Et ça cartonne. Et du coup, les jeunes retiennent vachement. En fait, c'est ce que tu disais dans la manière de transmettre l'enseignement. C'est ça. Quelque chose qui soit plus évident que pour nos générations. Ben oui, c'est ça. Le monde a changé. Et oui, ça évolue, ma petite dame. Bon, c'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. Merci Malika, merci Zoé. Malika, on se retrouve lundi. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Emma, rebonjour. Rebonjour. On va faire du body tap. Bah oui. Thomas est un professionnel du body tap, m'a-t-il confié. J'en ai fait un petit peu, ouais. Je me souviens qu'il en a fait. Mais on va laisser faire Nelly Gibson. Moi, si je vous avais dit ça, vous m'auriez demandé une démonstration. Ouais, là, mais vous n'êtes pas... D'accord, ok. Non, on va surtout prendre des nouvelles donc d'une invitée de la quotidienne, Nelly Guilhem-Sens, qui était venue nous raconter la formidable aventure qu'elle vit avec le Chœur des Colibris, une chorale d'enfants qu'elle dirige. Elle est professeure de musique dans un collège à Cambo-les-Bains, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Et quand on l'avait reçue, elle avait déjà fait un carton avec la 5e symphonie de Beethoven, puis avec le Boléro de Ravel. Aujourd'hui, le chœur revient avec son dernier né, un mix entre les musiques de Game of Thrones et Carmina Burana. On regarde. Thomas, il dit c'est du sérieux quand même. C'est pour ça que je ne vais hein. pas vous demander de démo quand même. Elle a un don pour trouver des cadres hallucinants. Bah oui, et là on est donc au Pays Basque, c'est le mont Ursua. C'est magnifique. Super. Carmina Burana meets Game of Thrones. La troisième, vous retrouvez évidemment tout ça sur Internet. Et Nelly, quand vous repassez à Paris, on est ravis de vous recevoir de nouveau sur le plateau de la quotidienne. Tristan, comment on pourrait résumer la philosophie de désapprentissage, la philosophie du système éducatif en Norvège? Est-ce que ça se rapproche de ce qui se fait en Suède ou au Danemark, qu'on a déjà étudié nous ici à School TV? Alors, je connais pas trop les autres systèmes scandinaves, mais comme j'ai été au lycée en France, c'est plus inclusif. Donc, il y a beaucoup plus... les relations entre professeurs et élèves sont hyper importantes.
Et il n'y a pas cette distance entre le professeur et l'élève comme peut y avoir en France. Donc c'est très différent à ce niveau-là. Et il y a eu une nouvelle réforme des lycées en 2020 qui est beaucoup plus sur la pertinence de l'apprentissage pour eux, donc qui voient que ça serve à quelque chose. Et puis beaucoup plus l'accès sur la compréhension globale des choses, les matières qui comprennent des choses entre les matières et pas forcément que les mathématiques sont d'une partie, le SVT soit d'une partie, l'EPS soit d'une partie. On essaie de faire des projets entre les classes et les matières en fait. Est-ce que, Christelle, vous diriez que l'empathie, c'est l'une des pièces maîtresses, la pièce centrale de cette éducation, et cela dès le plus jeune âge pour les petits Norvégiens, l'empathie? Oui, je suis tout à fait d'accord. L'empathie, la bienveillance, il y a vraiment un esprit où le professeur ou bien les personnes qui travaillent dans le barnehage essayent vraiment d'inclure et de faire en sorte que l'enfant se sente bien dans son milieu scolaire. Et c'est très, très important en Norvège. Je crois que l'être humain, homme ou femme, c'est pas une question de genre, il a besoin de pouvoir se projeter. Et en fonction de là où on grandit, on n'a pas tous forcément les mêmes possibilités de projection. Moi, j'ai grandi par exemple dans un village en Normandie de 350 habitants. Donc, j'aurais jamais imaginé, par exemple, être aujourd'hui sur un plateau de télé pour présenter une initiative que j'ai créée. Parce que c'est pas quelque chose qui était dans mes perspectives. C'est même pas que je me disais que c'était pas pour moi, mais ça faisait pas partie des perspectives. Et la racine d'Alba, c'est effectivement de donner le droit à rêver à n'importe quelle jeune femme, peu importe d'où elle vient. Mais ça, en soi, ça concerne tous les êtres humains. Donc la finalité d'Alba, c'est aussi, à travers la possibilité de se créer sa propre vie et de réaliser ses rêves, de favoriser l'indépendance économique de toutes les femmes. Alba, donc, ça commence d'abord par 5 jours d'ateliers collectifs. Parce que je crois qu'il n'y a aucune réussite individuelle si on ne redonne pas au collectif. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. Et aussi parce que je pense qu'on se révèle individuellement à travers aussi les autres. Tout ça, c'est un miroir. Donc, dans un premier temps, on va lancer un appel à candidature via les réseaux sociaux, qui aujourd'hui est complètement constitué de témoignages réels des bénéficiaires précédentes. Et là, on va recevoir des candidatures. Tristan, en début d'émission, on parlait de cette proximité qu'a l'élève avec son professeur, et c'est vrai que ça change un petit peu de ce qu'on a connu en France. Et Tristan, si j'ai bien compris, vous avez connu effectivement les deux systèmes totalement différents. En quoi ça change la donne d'avoir cette proximité avec son professeur dès le plus jeune âge ? Les côtés positifs sont que on connaît bien les élèves et ils nous connaissent bien, donc on a beaucoup plus de compréhension l'un pour l'autre. Par exemple, si on a un mauvais jour ou si les élèves si on connaît un peu la situation à la maison des élèves, on peut avoir de la compréhension s'ils ont un mauvais jour ou si ça se passe mal à l'école. Et c'est plus facile d'avoir un respect mutuel si on les connaît bien et on essaie d'instaurer ça assez vite. Le côté négatif est que du coup, il y a des élèves qui vont profiter de cette proximité et vont essayer de nous prendre un peu comme des potes, et ça peut créer des problèmes au niveau de l'autorité. Christelle, on place où le curseur justement dans cette relation très jeune avec les élèves ? Alors, je pense qu'on arrive quand même à créer une distance. En Norvège, c'est comme dans les pays anglophones, on n'a pas le vouvoiement. C'est une grosse différence par rapport à la France, où on sent vraiment la hiérarchie en France par rapport du professeur par rapport à l'élève. Mais en Norvège, je pense qu'on arrive quand même à créer cette distance tout en étant proche de l'élève. Tout est dans la communication en fait avec l'élève, et je dirais que il y a quand même un respect de l'élève par rapport au professeur. Vous avez planté votre caméra pendant 1 an sur le campus de l'université de Rennes 2 au département d'histoire de l'art et d'archéologie. On croise une dizaine de personnages récurrents, je ne les ai pas comptés, mais enfin je pense que c'est ça en gros, avec quand même un personnage fil rouge, Clémence. Qui est-elle et pourquoi elle ?
Eh bien, Clémence, elle est en dernière année de thèse en histoire de l'art, donc la dernière année de thèse, ça veut dire que c'est 7 ans et demi de travail sur une thèse, et c'est la dernière année de ce qui est un marathon pour elle. Pourquoi elle? Parce que ça me permettait de faire narration dans le film déjà, et puis c'était assez signifiant, c'est-à-dire qu'en sciences humaines et sociales, 2/3 des doctorants n'ont pas de financement pour faire leur thèse, donc en fait ils travaillent. On fait, pardon, ce point de vocabulaire d'ailleurs, un doctorant, oui. Ce sont les gens qui sont en train d'écrire leur doctorat, docteur ou doctoresse comme on dit parfois aujourd'hui, voilà. C'est quand ils ont terminé. Donc pardon, je vous ai coupé, donc ils travaillent pour financer leur thèse. Voilà, ils travaillent pour financer leur thèse, donc c'est le cas de Clémence qui travaille au musée à côté où elle fait la sécurité, la caisse, tout un tas de petits boulots qu'elle ne souhaiterait pas faire, enfin qu'elle fait de manière alimentaire, et tout ça évidemment allonge la durée de sa thèse. Normalement les thèses on dit que c'est 3-4 ans, en fait en moyenne c'est plutôt 5 ou 6 ans en sciences humaines et sociales, et elle est donc en 7e, 8e année de thèse. Voilà, 5 ou 6 ans après un Master 2, c'est-à-dire après un Bac plus 5, ce qui veut dire qu'on est 10, 12, 13 ans après le baccalauréat, donc on tutoie on dépasse la trentaine. Ben ouais, on dépasse souvent la trentaine, et puis on rêve souvent quand on fait une thèse, c'est parce qu'on veut faire de la recherche ensuite. Un des débouchés majeurs, c'est les postes d'enseignants-chercheurs à l'université, et il y en a très peu, des postes par rapport au nombre de doctorants ou de docteurs qui, eux, postulent, et donc voilà, c'est un peu le panier de crabe ensuite. C'est ce que ce professeur lui explique en lui disant t'en as encore pour 5 ou 10 ans à attendre pour avoir un poste. Ce que raconte ce film, c'est cette explosion de la précarité des jeunes chercheurs. Alors vous donnez un chiffre pour Rennes 2, parce qu'ils sont quand même surexploités, c'est-à-dire qu'ils font leur doctorat, mais en même temps, ils assurent des cours que ne peuvent pas assurer les titulaires, faute de moyens, 25% des cours. Andrea, je me retourne vers vous parce que je le disais, vous êtes une des éclaireuses ALBA. Être éclaireuse ALBA, ça veut dire quoi exactement ? Tout simplement, être éclaireuse, c'est être bénévole de cette association. On est présente pour justement accompagner nos bénéficiaires. On a justement un accompagnement qui est dédié à 1, 2, voire 3 bénéficiaires pour certaines. Et on partage en fait notre vécu, notre expérience, nos propres échecs, nos propres réussites. Je suis aussi responsable ressources humaines de fonction. Ouais. Donc j'apporte aussi un complément complémentaire, tout simplement par mon expérience, par la multitude d'entretiens que j'ai pu réaliser tout au long de mon parcours. Et on est là vraiment pour les aider, les accompagner en totale bienveillance. On n'est pas là pour les sermonner, on n'est pas là pour... on est là en fait pour leur donner un rythme, pour construire avec elles finalement leur réflexion et qu'elles puissent s'orienter avec... ce qu'elles attendent finalement dans le monde professionnel, tout en leur donnant des codes, tout en leur donnant des billes en fait de comment ça se passe dans le milieu professionnel, ce qu'on n'apprend pas forcément à l'école. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox, canal 217 sur les box Orange, schooltv.com pour bien sûr revoir toutes les émissions du grand JT, mais aussi toutes celles qui sont sur School TV. Merci aujourd'hui à la réalisation, c'est Raphaël Morel, au son c'est Saïd Mamou, le maquillage Laure Audemont et Maguessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao.